Donc ce soir, c'est notre ami et camarade Maki qui va nous faire une suite de conférences, parce que finalement, il en a déjà fait deux sur l'Ukraine. Euh, il avait eu l'occasion de nous Maïdan. annoncer la guerre Non, que la pardon, Russie c'est. allait rentrer en guerre contre l'Ukraine avant même que tout le monde puisse le dire. Bon, Donc, c'était quand, on sait pas. non, Mais mais voilà. Donc ce soir, il va nous faire une petite continuité, on va dire, de ce qui a été fait avant. Et après, on finira en buvant des coups tranquillement, hein. Donc, on a commencé déjà assez tard. Antoine, je te laisse la parole. bah, nickel. Bah déjà merci tout le monde d'être là ce soir. Ça me fait plaisir de voir beaucoup de camarades qui viennent d'autres sections provençales et même quelques personnes d'Occitan, enfin d'Occitanie qui viennent. Donc comme vous le savez, pour certains, j'avais déjà effectivement fait deux conférences sur le sujet de l'Ukraine. Une première partie sur l'Euromaïdan qui s'était passé en 2014. Donc la révolution de Maïdan, en bref résumé, c'était le renversement du gouvernement pro-russe qui était à l'époque en place contre un pro-européen. C'était une révolution qui s'était fait assez dans le sang avec les policiers qui commençaient à tirer sur les manifestants. Euh, Ça avait mené sur ça à une guerre qui s'appelait la guerre du Donbass, sur lequel j'avais fait une autre du coup conférence en janvier dernier du coup, pour expliquer justement la suite, ceux qui avaient eu pour effet cette révolution-là, du coup des révolutions pro-russes qui s'étaient passées dans le Donbass, puis du côté de Mariupol et à Odessa, qui avaient créé une guerre civile en fait au sein même de l'Ukraine. Et on avait fini du coup cette conférence-là à l'époque sur les mouvements russes qui se faisaient avec les 200 000 troupes qui s'étaient amassées à la frontière et les échanges diplomatiques qu'il y avait entre les députés européens et les chefs basiquement de l'OTAN qu'on avait au niveau des USA et de la France, de l'Allemagne qui avait du coup ensuite mené à ce comme on sait à l'invasion russe de l'Ukraine en, euh, en février du coup 2022. Donc aujourd'hui, ça fait désormais 10 mois que la guerre dure. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a une géopolitique qui a totalement changé. Aujourd'hui même, dans nos vies, on nous parle de ce conflit-là car il a des impacts directs sur nos vies. Euh, et même si le conflit n'est pas fini, il est bien d'arriver de faire une conférence du coup pour expliquer la situation actuelle du conflit, la situation actuelle de la géopolitique qu'on a du coup avec la Russie, avec l'Europe et les Américains, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe en dehors de notre pays, parce qu'on voit que la géopolitique militaire repart du coup de nouveau en Europe à grande échelle. Ce qu'on n'avait pas vu depuis la guerre en Bosnie, en Serbie, etc., avec une intervention américaine et la déclaration du Kosovo. Euh, donc, pour commencer cette conférence, il fait sens du coup de partir sur les plans de la géopolitique russe, comprendre la géopolitique militaire russe et ses intérêts dans ce conflit, et derrière du côté américain et européen. Donc tout d'abord, il faut savoir que la Russie, on l'avait vu pour ceux qui n'étaient pas là durant la dernière conférence, que l'Ukraine a énormément d'importance dans sa géopolitique. Que ce soit militairement, car l'Ukraine est un territoire rempli de plaines et de terrains favorables à des invasions. On avait vu aussi que dans l'histoire de la Russie, que ce soit par rapport à l'Empire russe ou même bien avant, durant les guerres à l'époque, entre guillemets un peu de clans, toutes les invasions du côté européen, du côté ouest, s'étaient fait via l'Ukraine, parce que le terrain est extrêmement favorable. L'Ukraine a aussi pour la Russie énormément d'importance en termes économiques. C'est un accès directement aux mers chaudes, ce que la Russie a énormément besoin. La Russie est cloîtrée avec des mers glaciales au niveau de la Baltique et au niveau directement même de l'Arctique, avec la ville de Mourmansk qui est loin dans le cercle polaire. Et du côté Pacifique, avec Vladivostok, qui ne pose pas énormément d'intérêt car ils ont un allié direct, la Chine, et la Chine attire déjà assez l'œil aux Américains
que les Russes n'ont pas franchement besoin de s'appliquer énormément sur ce terrain-là. Et on avait vu que troisièmement, l'importance aussi géopolitique qu'a l'Ukraine pour la Russie, c'est tout ce qui va être en termes de sécurité économique, avec tout ce qui va être gaz, fret maritime. Bon, les frets maritimes sont toujours liés à des accords avec la Turquie et le passage au niveau du Bosphore russe, enfin du Bosphore du coup en français, excusez-moi. Euh, donc vraiment l'Ukraine est sur la thèse principale de la géopolitique, que ce soit économique, diplomatique ou militaire russe. C'est pour ça qu'on a vu énormément de tentatives des Russes de reprendre le contrôle de l'Ukraine. À l'époque, justement, juste avant le Maïdan, les Russes avaient repris le pouvoir du gouvernement suite à la révolution orange qui s'était passée en 2013-2012, il me semble. Et derrière, justement, avec le support des mouvements séparatistes qui s'étaient déclarés à Mariupol, à Odessa, à Donetsk et à Luhansk. Les Ukrainiens, du coup, en échange, avaient fait un appel au niveau militaire, une opération contre-terroriste. Et ce qu'on avait eu, du coup, toute cette guerre-là au niveau du Donbass. À la fin, du coup, en février, début février du coup de cette année, la Russie a déclaré officiellement, a reconnu l'existence de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Luhansk. Ces deux républiques populaires sont les deux pays, si on les reconnaît ou non, du Donbass, qui s'est déclaré, qui justement consiste les éléments principaux de la guerre du Donbass. Et la Russie avait, à ce moment-là, pendant un jour, avancé dans le Donbass pour une opération de maintien de la paix, qu'elle consistait justement en aide humanitaire et en sécurisation de population. On avait vu ensuite que derrière, l'excuse avait été prise d'une école qui s'était fait bombarder, qui avait pris un obus, qui n'avait tué personne à l'époque parce que les enfants n'étaient pas à l'intérieur. Comme quoi les Ukrainiens étaient offensifs et que les Russes devaient mener une opération militaire contre l'Ukraine pour protéger les populations russes du Donbass. Du côté du coup de l'Europe et des USA, qui est aussi important de savoir pour comprendre cette guerre-là, la géopolitique est plus tournée au niveau européen autour de l'OTAN. C'est-à-dire que il faut se rappeler, la Russie est cloîtrée à l'est et ne peut pas s'expandre militairement à l'ouest. La Russie ne peut plus avancer pour la simple et bonne raison que la Roumanie fait partie de l'OTAN. Tous les partis comme la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc., la Lituanie, l'Estonie, font partie de l'OTAN. Et le seul point d'ancrage qu'ils ont dans ce territoire-là, c'est l'enclave de Kaliningrad, qui se situe à l'ancienne ville qu'on appelait Königsberg à l'époque, donc qui est basiquement en Pologne, un peu entre la Pologne et l'Estonie, etc. Il y a un pays notamment qui est très important dans la géopolitique et les intérêts européens et de l'OTAN dans ce conflit-là, c'est la Finlande. La Finlande, il faut savoir que elle n'a pas fait partie de l'OTAN. Elle était alliée en quelque sorte de l'OTAN. Il y avait des traités, des traités avec des pays de l'OTAN de protection, des promesses. Et le fait qu'avec ce conflit-là, la Finlande décide de rejoindre l'OTAN, ça pose énormément de soucis à la Russie, mais ça, on va le voir dans la partie ultérieure de cette conférence. Là, l'Europe, les intérêts qu'elle a à cloîtrer la Russie, c'est vraiment prendre un monopole sur tout le marché européen, de focaliser justement la Russie, la cloîtrer, d'intégrer des nouvelles justement nations dans l'Union européenne et de promettre une sécurité militaire. Donc c'est-à-dire que l'Europe, dans le sens actuel du terme, à ce qu'on va prendre sur ce qu'est l'Union européenne actuelle et les gouvernements qui les dirigent, ont tout intérêt à défendre l'Ukraine. Après, les événements politiques de chacun vont différencier en fonction des opinions. Ça ne sera pas le sujet de cette conférence-là, malheureusement. Peut-être heureusement, en fait, au final, parce que c'est déjà un sujet qui est très développé. Et du côté des USA, alors les USA, on sait que la Russie a toujours été un ennemi numéro un de la Russie, et la Russie a toujours été un ennemi numéro un des USA.
depuis la chute du bloc soviétique, énormément de guerres s'étaient passées en ex-bloc soviétique. On avait les guerres au niveau des Balkans, même si c'était plutôt dû à la Yougoslavie communiste, avec Tito. On a eu des guerres quand même en Géorgie, en Tchétchénie, d'ailleurs qui a mené directement au pouvoir Poutine, la guerre en Tchétchénie. Et suite à la guerre de Géorgie, à l'époque, les USA se dit la Russie consiste toujours un danger pour leur sphère d'influence, et il faisait intérêt pour les USA de gagner de plus en plus de pays dans leur sphère d'influence pour justement cloîtrer ce qu'ils considèrent être une menace et la conserver pendant qu'ils vont s'occuper d'autres pays comme la Chine, qui actuellement grandit de plus en plus, et les États-Unis. Ça leur permet justement, avec la guerre en Ukraine actuellement, de mettre vraiment fin à ce confinement de cette menace-là, avec justement l'intégration de nations qui sont à la bordure avec la Russie dans l'OTAN. Et si en fonction du conflit, comment il va se développer, si l'Ukraine, entre guillemets, gagne et qu'il y a un cessez-le-feu qui se met, ça va permettre vraiment de clôturer. La Russie ne va pouvoir s'expandre nulle part. Donc les États-Unis, sur ce côté-là, sont pépères, ils vont pouvoir se clôturer au niveau des Chinois, sur lequel ils sont en train de partir de plus en plus. Donc, on va juste faire un rapide sujet au niveau de Poutine, la propagande, parce qu'on entend énormément parler aujourd'hui au niveau de ce qu'on a dans les informations. Pour ceux, par exemple, la propagande, au début de la guerre, je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui avaient suivi, il y en a combien d'entre vous qui avaient entendu parler du fantôme de Kiev, ce Ghost of Kiev? On passe là-bas. En bref, c'est apparemment, dès les premières heures de guerre, un pilote ukrainien de MiG-29, un vieil avion de chasse soviétique, aurait apparemment abattu déjà en quelques heures 5 appareils russes et serait la terreur des pilotes russes. Bon, au final, on sait très bien que c'était de la propagande. C'est très peu réaliste, surtout vu l'armement qu'il y avait à l'époque au niveau des MiG-29, qui consiste à, pour ceux qui s'y connaissent au niveau de l'armement, que des Fox One, donc des missiles anti-air, mais qu'il faut garder un guidage jusqu'à la fin, c'était kamikaze. Ça fait partie d'une propagande qu'on va retrouver énormément dans le conflit qu'on a actuellement, que ce soit par rapport à ce qu'on a sur le terrain, des exactions qu'il pourrait avoir du côté ukrainien ou du côté russe. On a des faits qui sont de tous les côtés, on a des faits de crimes de guerre russes et du côté ukrainien, c'est pas le sujet. L'important, c'est de savoir que la propagande, c'est pas que là pour mobiliser un parti contre un autre, c'est aussi là pour faire en sorte que plus personne ne va croire en rien. Dès qu'il va y avoir une information qui va passer, les personnes vont avoir tellement l'habitude qu'il y a de la propagande qu'ils vont se dire bah, c'est de la propagande, on s'en fout. Donc c'est-à-dire que sur une information qui peut être véritable, on va la prendre pour propagande et on va la laisser de côté. Et c'est ça le but de la propagande de l'autre côté. Justement de dénigrer des vrais faits qui pourraient se passer. Et on va juste faire un rapide passage aussi du coup sur Poutine. On entend souvent parler que Poutine est foutu, Poutine est un dirigeant qui va se faire renverser, qui va avoir des coups d'État là-bas. Faut pas oublier que Poutine est extrêmement populaire en Russie. Même si Poutine a eu des chutes de popularité, il continue d'avoir une importance diplomatique au sein de son pays hallucinante. Ça a commencé à l'époque. Poutine, il faut savoir qu'il est rentré à l'époque avec Yeltsin, qui était au pouvoir, suite à la seconde guerre de Tchétchénie. Il est arrivé au pouvoir, Poutine, il a dit bon, cette fois-ci, on va pas se faire éclater par les Tchétchènes, on va raser le truc, on va avancer. Et à l'époque, ça avait eu un effet énorme sur sa popularité. Donc Poutine rentre déjà au pouvoir avec une popularité énorme au sein de la population russe. Ensuite, après, sur la diplomatie qu'il a eue, toujours contre les États-Unis, à essayer de redresser le pays avec le rouble, les accords économiques qu'on va avoir avec les gazoducs, et avec la sphère d'influence qui va se faire au niveau des pays qui se retrouvaient plutôt du côté au sud avec le Kazakhstan, etc., avec la Géorgie qui s'est fait envahir du coup par la suite. Et là, actuellement, avec l'Ukraine, les Russes, pardon, continuent d'avoir Poutine en grande estime. Il reste un dirigeant sur lequel ils font confiance.
les Russes considèrent l'OTAN et l'Union européenne comme étant leur ennemi. Pour eux, l'Union européenne et l'OTAN veulent les détruire. Et effectivement, si on se prend sur la place d'un Russe avec la propagande qu'on prend et les faits derrière qu'on a notre vie, le fait que les autres pays veulent nous mettre un peu à l'écart et nous contenir, effectivement, un Russe va comprendre que l'ennemi se trouve à l'ouest. Donc sur ce fait-là, Poutine a vraiment très peu de chances de tomber du pouvoir comme ça par son propre peuple. Donc on va parler rapidement du coup de la guerre, hein. On va commencer avec le début de la guerre. En février, du coup, la Russie entre en Ukraine via différents axes. On a un axe qui se situe du coup au niveau de la Crimée, du coup l'axe sud. On a l'axe qui va se trouver du coup au niveau du Donbass, donc Donetsk, Luhansk. Et on a un axe qui est situé au nord, qui passait par la Biélorussie, qui avait directement pour objectif d'atteindre Kiev, on pense. Et c'est là où se dirigeait. À ce moment-là, tout le monde regarde un peu ces écrans et se dit ah bah tiens, les Russes ils ont avancé. C'était à l'époque où on avait eu toutes les informations, c'était un peu le chaos de partout. Les Russes à ce moment-là au nord prennent directement Tchernobyl, qui se situe à 20 km de la frontière ukrainienne. Donc on a déjà des images, pour certains, ceux qui ont suivi un peu le conflit, des images des Russes postées dehors de la centrale à regarder justement, mettre en joue les fenêtres à des Ukrainiens, les employés. Pour la petite histoire, il y avait une garnison ukrainienne à Tchernobyl qui comportait environ 1000 soldats. Les 1000 soldats ont décidé de ne pas se battre. Parce qu'il était trop dangereux de se battre à Tchernobyl pour des raisons évidentes. C'est un endroit qui est extrêmement sensible en termes diplomatiques, stratégiques et même au niveau mondial en fait en termes de sécurité. Le début de la guerre aussi, ça nous mène à énormément de désillusions en fait face à l'armée russe. Parce que l'armée russe, on a toujours entendu dire, c'est la seconde armée du monde, c'est la plus forte, elle va rouler sur n'importe qui. Et on voit qu'au final, la majorité de leur équipement, soit ils n'ont pas d'équipement, tout simplement, ils n'ont pas d'équipement sensible comme des radios, ou ils n'ont pas d'équipement sensible qui vont leur permettre de se localiser. Ils ont énormément de soucis logistiques. On remarque que les Russes arrivent à faire des avancées rapides, avec justement la surprise du fait qu'ils avancent, notamment au sud et au nord, par la Crimée et du coup par l'axe de Kiev, par la Biélorussie qui n'est pas dans le conflit, qui n'est toujours pas dans le conflit. Et du coup, on les voit avancer, tout le monde se dit que Kiev va être pris en 3 jours. À l'époque, c'était ça, la grande propagande et les grands titres des journaux. Mais sauf qu'on voit que rapidement, le front se stagne assez rapidement, en somme. Euh, les Russes commencent à prendre des pertes assez colossales au niveau de leurs colonnes de chars et de leurs colonnes d'infanterie, notamment avec les drones ukrainiens Bayraktar, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, les Russes ont utilisé la même tactique qu'ils ont utilisée en Afghanistan à l'époque de la guerre soviéto-afghane. Ils se sont focalisés sur les axes de route. Donc ils n'ont pas cherché à prendre et à stabiliser leur flanc, ils ont cherché à prendre un axe de route et foncer. Ça a posé énormément de soucis à la logistique russe qui se faisait couper et engager par des troupes ukrainiennes qui étaient dans leur arrière en fait, qui n'avaient jamais été un souci pour les Russes parce qu'ils sont passés tout droit et pendant ce temps-là les Ukrainiens ont regroupé leurs forces, même que ce soit des petites forces, la logistique russe, notamment au niveau de l'essence, avait énormément de difficultés à arriver aux troupes qui se situaient en première ligne et qui faisait que les Russes pouvaient simplement plus utiliser leurs chars, leurs véhicules blindés, les transports de troupes et simplement leurs camions. Parce que sans essence, on peut pas franchement faire grand-chose. Dans cette désillusion, on a du coup ce terme de diplomatie où on se dit que les Russes, en des décennies de guerre, n'ont au final jamais appris. Ils n'ont pas appris de leur erreur d'Afghanistan. Ils n'ont pas appris de leur erreur en Tchétchénie, qui consistait à mener des colonnes de chars dans les villes, même s'ils l'ont un peu appris. Et ils n'ont pas franchement appris des petits soucis
un peu basés au niveau de leur escouade, de leur système de commandement qu'ils avaient eu en Géorgie. Ils sont littéralement partis tête baissée. On a aussi quelque chose qui s'était passé, où au final, énormément des troupes russes qui sont entrées dans les premières heures en Ukraine étaient des conscrits. Des personnes qui sont là pour faire leur service, ils ont été massés au niveau de l'Ukraine, parce que voilà, c'est le service, on va faire un exercice militaire à la frontière de l'Ukraine, et d'un coup, dans la nuit, bon, il part faire une manœuvre, et ah bah tiens, bizarrement, on est en Ukraine. Donc on a énormément de troupes russes en fait qui savaient même pas à l'époque, surtout au sud au niveau de la Crimée, qu'ils étaient désormais en Ukraine. Pour eux, ils étaient partis faire un exercice militaire. Donc c'est-à-dire qu'en termes de morale, en termes de professionnalisation, de troupes professionnelles, c'était assez limité. Euh, Par exemple, justement, de la désillusion, excusez-moi, du matériel russe, on a notamment vu quelque chose de flagrant au niveau des radios. Alors moi, je l'ai vu personnellement, parce que pour ceux qui savent, euh, dès les premières heures, j'ai fait partie d'un groupe d'archives, enfin pas d'archives à l'époque, c'était ce qu'on appelle de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence, donc en français du renseignement à source ouverte, donc via Internet, donc tous les matériels qu'on va avoir, par exemple, bah, écouter des fréquences radio publiques, genre de choses qu'on peut avoir avec un logiciel, ou simplement regarder les caméras live. On a pu repérer 3 colonnes russes en live qui traversaient via des caméras et on les a localisées et on savait où c'était. Bon, ça n'a pas été partagé à n'importe qui parce qu'on a fait un devoir. C'était très clair qu'on était là pour faire du renseignement personnel, arriver, suivre le conflit, de regarder ce qui était du vrai et du faux et de suivre derrière ce qui allait devenir un groupe d'archives qui justement allait consister à archiver la guerre, les images qu'on avait de la guerre et la comprendre. Et en termes de radio, les Russes, en majorité, notamment à l'axe nord, n'avaient pas de radio militaire. C'est-à-dire que les Russes utilisaient des radios civiles, non cryptées, qui pouvaient être écoutées par n'importe qui, même des personnes en France, comme moi, qui allaient simplement sur un site internet, qui mettait une fréquence et qui écoutaient. J'ai personnellement sur mon ordinateur portable désormais des gigas de communication russe, militaire, extrêmement sensible, qui ont été utilisés derrière par d'autres justement médias à qui on les a donnés. Et dans cet exemple-là, on a un opérateur radio qui avait comme nom Buran 30. On a suivi pendant environ 2 mois cette escouade-là, du coup ce groupement en fait qui était au nord au niveau de Kiev. On a tout de suite les premières choses qui ont été remarquées. Les Russes, bon, c'est évident, ils n'ont pas de radio militaire. Ils ont énormément de soucis de coordination parce qu'on les entendait se gueuler dessus au niveau de la radio. Donc c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se coordonner entre eux-mêmes. Il y a des moments où ils cherchaient des batteries anti-aériennes et ils ne savaient même pas dans quelle unité c'était. Donc ils ne savent même pas se coordonner au niveau de leur élément de support. Donc il y a un niveau phénoménal, pas d'incompétence, mais de désorganisation stratégique. C'est-à-dire qu'en France, nous, dans l'armée de l'air, ou dans l'armée de terre, ou dans la marine, tout va être relié aux sous-officiers qui vont avoir une initiative, et derrière, c'est le commandement, et les unités vont à chaque fois être en support, voire directement, les unités vont avoir le support intégré à leurs unités. Les Russes fonctionnent très différemment. Chaque unité est dédiée. Il va y avoir une section d'infanterie, une section de support, etc. Mais ils ne vont pas être intégrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que pour appeler un hélicoptère pour faire un support aérien ou de la reconnaissance, à l'époque, il fallait demander. Du côté des Russes, il faut demander au niveau de l'officier. Et c'est l'officier qui, derrière, va faire la demande. Mais les Russes manquent énormément de sous-officiers. Donc c'est-à-dire que la ligne de commandement est déjà coupée, rien qu'à là. On a remarqué ça, du coup, énormément de soucis de désorganisation, et on a aussi remarqué énormément de soucis de logistique au niveau justement de l'essence. C'est-à-dire qu'ils ont été coupés dans leur avancée très rapidement par du manque d'essence, car les drones ukrainiens, les Bayraktar, focalisaient tout de suite les centres, les lignes logistiques. Donc, c'est-à-dire que les opérateurs drones, ils volaient, et qu'est-ce qu'ils voyaient? Ah bah tiens, il y a une route, il y a une trentaine de véhicules
de transport de carburant en fait. C'est des camions avec des camions citernes, il y a une trentaine sur la route, ils n'ont aucun support. Parfois les sections anti-aériennes ne fonctionnaient simplement pas, ou il n'y en avait pas, et du coup ils se faisaient juste exploser. Donc les Russes se retrouvaient avec des unités entières mobilisées qui avaient besoin de cette essence-là, coupée d'essence. Ils ont même réussi ensuite à taper tout ce qui est train, donc les énormes trains avec les gros citernes justement qui allaient servir à ravitailler là ces véhicules-là, ils les ont tapés dans les gares même. C'est-à-dire que même sur le terme de protection aérienne, la Russie qui a pourtant une grande capacité aérienne, on ne peut pas le nier, et qui est censée avoir une énorme capacité de support, que ce soit d'artillerie ou anti-aérien, n'avait pas le moyen de protéger des sites extrêmement sensibles, comme une gare, qui était là pour ravitailler leurs troupes. C'est pour ça qu'on a remarqué que la Russie, c'est ça aussi qui explique qu'ils ont un peu raté leurs premiers objectifs, et qu'ils ont dû derrière se replier du site nord totalement. Toutes les unités qui étaient sur le flanc nord, qui sont arrivées de Biélorussie, ont en une semaine totalement abandonné le territoire et sont repartis. On a aussi un autre événement de désorganisation russe qui s'était passé, où certains d'entre vous ont peut-être vu les images, de ce qui s'appelle l'aéroport d'Ostomel. L'aéroport d'Ostomel, c'est un aéroport qui se situe au nord de Kiev, vraiment en bordure de Kiev, et qui est extrêmement stratégique en termes, simplement, ça permettait aux Russes, s'ils prenaient cet aéroport, de ravitailler leurs troupes. Les Russes ont atterri avec un assaut aérien avec des hélicoptères. Quelques de leurs appareils ont été abattus. Et ils ont réussi à prendre l'aéroport, mais néanmoins, les troupes au nord ont rencontré une résistance ukrainienne qui ne leur ont pas permis en fait, d'arriver, de donner du support à ces troupes-là qui avaient été larguées en fait, en plein milieu d'un territoire ennemi. Donc toutes les troupes d'élite, parce que c'était les VDV, la VDV est une troupe d'élite russe, c'est les aéroportés, vraiment quand on parle troupes russes d'élite, c'est les VDV. Ils ont été massacrés. C'est la première fois dans l'histoire militaire qu'on a une nation extrêmement redoutée qui décide de faire un assaut aérien en territoire ennemi sans aucun support. Ils ont envoyé des hommes en hélico prendre un aéroport sans aucun support et ils pouvaient rien faire. Ils sont tous morts. Au niveau des généraux russes, il y a aussi du coup un énorme souci et certainement une surestimation des capacités de l'armée russe. Ça peut aussi s'expliquer, le fait que les Russes n'aient pas réussi à prendre un territoire assez important en Ukraine et de mener une guerre entre guillemets éclair au niveau de l'Ukraine, peut aussi s'expliquer que l'Ukraine était en guerre depuis 2014, qu'ils savaient très bien que les Russes allaient venir un jour, ils étaient préparés, tous les Ukrainiens savaient que les Russes allaient venir un jour, et du front du Donbass, il y avait déjà des positions extrêmement fortifiées, et la preuve, aujourd'hui, les positions au Donbass, depuis le début de la guerre, elles n'ont pas bougé. Les Russes n'ont pas réussi à avancer parce qu'ils étaient préparés. Mais il y a aussi une préparation en termes de matériel qui était phénoménale durant toutes ces années-là, qui a vraiment commencé en 2016, où les Ukrainiens ont commencé à s'armer avec les Américains, et en 2021, ils ont commencé à recevoir des missiles anti-chars comme les Javelins, les NLAW, et du vrai matériel qui vient de l'Ouest, donc américain, de l'OTAN, de l'Europe, qui a permis aux Ukrainiens d'avoir une vraie capacité antimatérielle face aux Russes, et la Russie a une armée matérielle. C'est pas juste des péons avec leurs fusils qui vont courir dans le champ. Non, c'est des chars, des avions, des hélicoptères, de l'artillerie. Sauf que les Russes n'étaient pas préparés à quelque chose, justement, que les Ukrainiens ont bien préparé. Dans toute l'histoire militaire russe, les Russes n'ont jamais confronté une nation qui avait de l'armement moderne qui venait de l'Ouest. À part
en Afghanistan avec les obus, pas les obus, les Stinger, donc les missiles anti-air qui étaient donnés aux Afghans, ou aux Moudjahidines, excusez-moi, comme ils les appelaient, et qui avaient abattu un nombre phénoménal d'hélicoptères. Donc les Russes se sont rencontrés face à une armée qui a des missiles guidés, qui n'ont plus juste des RPG-7 qui sortent de la guerre, pas de la guerre du bloc soviétique des années 60-50. Ils se sont rencontrés à du vrai matériel qui a été spécialement créé durant la guerre froide pour taper du russe. Ça a fait énormément de pertes aux Russes, et les Russes s'y attendaient un peu. C'est pour ça que ce qu'on va appeler, dans les personnes qui connaissent un peu le conflit, sur les chars russes, ils avaient mis des sortes de cages au-dessus de leur tourelle qu'on appelait les cope cages. C'était des cages qui étaient censées être là pour protéger les chars contre les missiles du Javelin et Enlo qui justement vont exploser en fait, au-dessus du char et envoyer une charge creuse qui va faire exploser en fait, la tourelle du char et qui va derrière faire exploser les munitions et incapaciter le char. Ça n'a pas franchement très bien marché, on l'a vu. Et du coup, les Ukrainiens sont préparés simplement à ça depuis des années. Au Donbass, ils ont préparé leur ligne, ils ont préparé un équipement, et tout de suite après le début de la guerre en Ukraine, on a tout de suite vu de l'aide militaire et financière apportée par énormément de nations comme la Pologne, l'Angleterre et les USA. C'est ça aussi justement qui a bien contribué aux Ukrainiens de stabiliser le front et de rendre cette guerre justement entre guillemets éclair russe à une guerre de stagnation. Tout de suite après, on a commencé à voir à peu près tous les pays d'Europe sortir tous les stocks des années 70 et 80 qui avaient été stockés durant toute la guerre froide, spécialement pour taper du russe, du soviétique et pour détruire du soviétique. Les Russes n'ont jamais franchement fait une grande modernisation de l'armée, ils sont toujours restés sur du matériel soviétique qu'ils ont cherché à moderniser par mettant plus de protection à explosifs réactifs sur leurs véhicules, qui marchent une fois sur 5, à ce qu'on a vu. Ils se sont pris en fait absolument tout le stock du monde qui était là pour leur taper dessus, et on a vu que ça a très bien marché. La France aussi a contribué sur ça, mais on va le voir après. On entre du coup dans la phase, entre guillemets, ce qu'on va appeler intermédiaire de la guerre, juste après le début de la guerre, où on voit, voilà, il y a les lignes de front, les Russes sont partis du nord, on a une ligne de front qui part du nord-est de l'Ukraine au sud. Ce front maintenant est désormais stagnant, les Russes ont pris des territoires, ils continuent d'essayer de prendre des village par village, mais ils prennent quand même pas mal de pertes sur pas mal d'endroits. Dans le sud, ils ont fait quelques poussées un peu après Kherson, mais le front s'est énormément stabilisé. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles ensuite après ça. On rentre vers là dans le 4e mois de la guerre, 5e mois. On a un front qui est stable à partir de ce moment-là. Les Ukrainiens, face à ça, ils rentrent du coup dans l'esprit un peu qu'il y avait eu au niveau de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que maintenant, la guerre, c'est devenu quoi? C'est devenu un duel d'artillerie. Les positions sont statiques, ou entre guillemets statiques, il y a des positions statiques et derrière on les bouge quand même pour pas qu'ils se fassent taper par l'artillerie. Mais durant tout ce temps-là, durant tout le stade intermédiaire de cette guerre-là, du coup, aujourd'hui, c'était juste de l'artillerie contre l'artillerie, chercher les forces ennemies, les neutraliser, essayer d'amoindrir les troupes et la logistique ennemie. Une guerre d'attrition en fait. On a de plus en plus de matériel du côté ouest qui arrive en Ukraine, et du côté russe, les Russes ont un peu de mal à reprendre leur stock, et surtout ils se sont pris une résistance ukrainienne qui n'attendait pas aussi forte. Suite à ça, on a Poutine qui décide du coup d'entrer récemment à une mobilisation qu'on a vue récemment, Poutine cherchait à mobiliser toutes les personnes qui ont une expérience militaire ou les personnes qui étaient en réserve. Donc c'était une mobilisation partielle, comme il nous l'a dit. On a quand même des cas de personnes qui étaient un peu trop vieilles pour servir, à mon avis, pour servir.
On a des personnes qui étaient atteintes de soucis médicaux qui ont été pris dans l'armée. Mais néanmoins, à ce point-là, c'est pas une opération militaire, c'est une vraie guerre. Et les Ukrainiens ont fait la mobilisation dès les premiers jours. Donc, des deux côtés, en fait, on a une mobilisation qui est pseudo-générale. Euh, mais les Russes ont quand même du matériel pour leur servir. Récemment, on a eu une poussée ukrainienne qui s'est faite au niveau de Kharkiv et Izium, qui se situe au nord-est de l'Ukraine, qui a fait reculer les Russes d'une énorme partie de leur front. Les Ukrainiens avaient amassé des troupes, avaient entraîné des troupes et avaient commencé à vraiment stocker du matériel efficace et à fournir toutes leurs troupes. Et ont commencé une percée sur des points faibles russes qu'ils avaient prédéterminés pendant quelques mois. Et les Russes n'étaient absolument pas préparés à ça, ils se sont fait contourner, ils se sont fait encercler à certains endroits, il y a énormément de cas de troupes russes qui étaient encerclées, et ça a permis un gain de territoire assez phénoménal du côté des Ukrainiens. Après, il y a eu une stagnation. Et après, on est retourné du coup dans cette guerre d'attrition, et la guerre d'attrition, on remarque, on a énormément de choses à en tirer, notamment au niveau des drones. Je sais pas si certains d'entre vous ont un peu des drones personnellement, les petits drones, les quadrocoptères, etc. qu'on va voir aujourd'hui. C'est des drones civils. Les Ukrainiens et les Russes les utilisent massivement. C'est-à-dire que ils les utilisent pour faire du repérage et aussi ils s'amusent à mettre des petites grenades dessous qui vont simplement larguer sur les troupes russes parce que ça permet de créer de la terreur du côté de n'importe quel camp, parce que il y a un drone, ok, on va chercher à se cacher, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas éviter, enfin, tirer dessus, c'est probable, mais c'est petit, ça reste quand même assez haut, il faut réussir à le toucher. Et les Russes ont des brouilleurs de drones qui marchent pas franchement tout le temps. Il marche parce qu'on a énormément de rapports justement de personnes qui étaient en Ukraine, d'Américains qui étaient en Ukraine ou même d'Anglais qui racontent que un drone c'est très bien, mais ça porte énormément de risques parce que tu le fais voler au-dessus des troupes russes, mais sauf que d'un coup il y a un drone, enfin il y a un coupage, donc ça coupe le signal que tu as entre le drone et ta commande, et maintenant il faut aller chercher le drone parce qu'il y a quand même énormément d'informations dans ce drone, notamment tes propres positions, parce que tu dois faire voler ton drone sur tes positions pour aller le faire voler sur les ennemis. On a énormément du coup de notions à tirer aussi de guerre moderne sur comment l'artillerie est utilisée, comment tout le matériel moderne en termes d'optique, en termes de radar, en termes de système d'armes aussi qu'on a vu, qui soit anti-aérien, anti-char ou même anti-personnel, avec tout ce qui va tourner autour des mines et de l'armement, ce qu'on va considérer moderne, mais qui se rapproche plutôt généralement de l'optique. Et ça nous mène du coup aujourd'hui à des Ukrainiens qui ont un avantage assez phénoménal justement grâce à l'aide américaine et l'aide européenne sur ce terme justement de matériel de précision que les Russes commencent à manquer. On a donné ce qui s'appelle des HIMARS, le système du coup HIMARS qui est une artillerie longue portée, enfin moyenne longue portée à roquettes, extrêmement précise, qui a permis aux Ukrainiens de détruire un nombre phénoménal de dépôts de munitions russes. Et on constate aujourd'hui, justement avec l'OSINT, donc le renseignement aux sources ouvertes, donc c'est-à-dire avec des imageries satellites, etc., sur les bases militaires russes qui vont plutôt se trouver en arrière, qu'il a quand même manqué de munitions. C'est-à-dire qu'on a des photos au début de la guerre de bases russes avec des stocks de munitions qui sont ouverts. Bon, ils ont quand même des stocks de munitions qui sont fermés, et ça on peut pas avoir d'informations dessus. Mais si on compare par exemple énormément de ces photos-là sur avant et après, aujourd'hui, avant, il y avait des blocs de munitions sur des kilomètres carrés, et maintenant, il y a énormément de ces kilomètres carrés de munitions qui ont disparu, qui ont été mis du côté pour le conflit en Ukraine,
et qu'ils n'arrivent plus franchement à suivre le rythme. On a aussi des preuves même des officiels russes, des troupes russes même, etc., et des généraux, via justement cette open source, qui arrive. On a une information qui est hallucinante, c'est qu'aujourd'hui, contre 1000 obus côté russe, tirés par jour, en face ils en tirent 6000. C'est-à-dire que les Russes ont une logistique moins importante que les Ukrainiens aujourd'hui. Et la logistique ukrainienne se porte quand même assez bien. On a aussi du coup des systèmes d'artillerie qui commencent à être de plus en plus efficaces et qui ont détruit un nombre si phénoménal d'artillerie russe que, à l'époque, avant, les Ukrainiens ils posaient une pièce d'artillerie, ils tiraient quelques coups, ils se barraient. Parce que sinon, après, ils se recevaient eux-mêmes en fait de l'artillerie. Ça s'appelle la contre-artillerie. Et aujourd'hui, on a des cas où les Ukrainiens peuvent se permettre de rester des jours entiers sur la même position et de tirer plusieurs fois. Et ils vont jamais se recevoir de tirs de contre-batterie, ce qu'on appelle. Donc on a une Russie, une armée russe qui est vraiment en déclin en fait. Et qui montre que ils n'étaient pas franchement préparés. Ils étaient préparés à combattre l'armée ukrainienne, ils n'étaient pas préparés à combattre l'armée ukrainienne avec tout le matériel européen et américain qui avait été stocké durant toute la guerre froide. Ça a lié du coup, récemment, très récemment, il y a quelques semaines, aux Russes de décider d'abandonner complètement une position au sud de l'Ukraine, qui est une des premières villes qui avait été prise dès les premiers jours de la guerre, qui s'appelle Kherson. Kherson, c'est où vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine, vous avez la Crimée, et au nord de la Crimée, au nord-ouest, vous avez une sorte de rivière qui s'appelle le Dniepr, et juste au niveau du Dniepr, il y a la ville de Kherson. Les Russes se sont pris tellement de pertes logistiques et étaient dans une situation où il était tellement impossible de garder un approvisionnement constant de leurs troupes, parce qu'elles se situaient derrière le Dniepr, qu'ils ont décidé de replier absolument toutes leurs troupes sans aucun combat, parce qu'il n'y avait pas eu d'offensive ukrainienne spécialement dans le terrain. Ils avaient juste décidé de se dire bon maintenant, plutôt que de se faire détruire absolument toutes nos troupes, on va les replier. Donc les Russes, juste avec cette guerre d'attrition, ont perdu des kilomètres carrés et des positions stratégiques très importantes pour eux. Et maintenant, on se retrouve aujourd'hui, du coup, avec le conflit qui dure toujours. Et on ne sait pas trop, du coup, franchement, comment ça va aller. Parce qu'on a les informations, du coup, on a ces informations-là, mais derrière, on n'a pas énormément d'informations de comment ça se passe au niveau des stocks du coup ukrainiens, comment ça se passe au niveau de nos stocks, comment ça se passe au niveau des stocks russes. Et du coup, je vais parler rapidement, grâce à ça, à ce que la France, à quoi nous on a contribué rapidement sur le stock militaire. Parce qu'on parle énormément de ce stock-là, mais on ne sait pas trop ce qu'on envoie, nous. On sait qu'on envoie ce qui s'appelle des Césars. Alors, les Césars, c'est des canons automoteurs qui sont basiquement des camions en fait, avec un canon de 155 mm d'artillerie derrière. C'est vraiment le fleuron de la technologie française en termes d'artillerie, c'est reconnu dans le monde entier, on a d'autres pays qui les aiment très bien, et les Ukrainiens les aiment aussi apparemment beaucoup très bien. Et on en a environ 88, voire 77, il faudrait que je retrouve les nombres, j'ai pas les chiffres exacts en tête et notés là, je les ai cherchés, malheureusement je les ai pas trouvés exactement, mais on leur en a envoyé environ 14. Ce qui est déjà, pour la France, 14 de nos Césars, c'est quand même beaucoup. Néanmoins, on leur a envoyé quelque chose qui est encore plus rare, nous, du côté français, ça s'appelle les LRU. Les LRU, justement, sont des systèmes d'artillerie longue portée à roquettes comme les HIMARS, que les USA et d'autres pays ont envoyé énormément, et ça prend la même munition. C'est pour ça que nous aussi, on en envoie. Ça permet justement une coordination avec les autres pays européens et les autres pays qui sont membres de l'OTAN, qui ont le même armement, et ça permet que les Ukrainiens se retrouvent avec un armement qui n'est pas différent chaque fois. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent sur un système d'armes et tous les pays envoient à peu près le même système d'armes parce qu'on a à peu près le même.
Ça avait été commencé durant la guerre froide avec le système Stanag à l'époque, qui consistait en fait à relier à peu près tous les pays de l'OTAN avec le même armement, pour que ce soit plus facile en cas de guerre avec l'Union soviétique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, massivement, les pays européens et membres de l'OTAN sont armés avec des armes en calibre de 5,56 mm, parce que c'est plus facile. Les LRU, on en a vraiment très peu. Et on a décidé de leur envoyer 2. Ce qui se rapproche basiquement à... bon, allez, on va dire... Si on devait faire un chiffre, c'est 1/7. 1/7, voire un peu plus, voire limite un quart de ce qu'on a comme ces véhicules-là. On a aussi envoyé énormément de nos vieux stocks qui traînaient, c'est-à-dire les vestes frag, donc les anciennes vestes de protection qu'on avait, qu'on utilisait encore juste avant la rénovation de notre armée récemment en 2021, qui avait commencé à peu près en 2019 avec les HK416, etc. Et la France a un véhicule de transport qui s'appelle le VAB, le véhicule de l'avant blindé, qui est un sorte de camion blindé de transport de troupes. Ça fait depuis environ les années 60-70 qu'on en a. Et on en a plusieurs versions, et aujourd'hui on les a modernisés et on les remplace enfin. Sauf que du coup, la France, contrairement aux Américains, nous on vend pas nos stocks aux civils et on n'envoie pas nos stocks aux étrangers parce que en priorité des cas ils en veulent pas trop. Du coup on se retrouve avec un stock hallucinant de ce matériel-là qui a été mis durant la guerre froide et qu'on ne sait pas quoi en faire. On a trouvé un truc, on les a envoyés aux Ukrainiens. On n'a pas les nombres, on sait qu'on en a envoyé et malheureusement pour les civils français comme nous, on n'a pas tous ces chiffres-là parce que la France reste extrêmement discrète sur ce qu'on envoie. Pourquoi? Parce que Macron cherche à retrouver un peu le même esprit qu'avait la France durant la guerre froide, c'est-à-dire la troisième voie. Durant la guerre froide, il y avait l'OTAN, le bloc de l'Est, et il y avait au milieu la France qui était un peu le diplomate du monde, qui était là pour faire les discussions, le dialogue entre les deux sections, et qui derrière promettait à d'autres pays, notamment en Afrique, etc., qui ne voulaient pas franchement se rallier après la décolonisation au bloc de l'Est ou à l'OTAN, de rentrer dans un dialogue avec la France. Et côté français, ça a bien marché. Néanmoins, la France a totalement perdu avec l'Union européenne et la mondialisation ce statut-là. On l'a toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant, surtout après la première guerre du Golfe, etc. Et on voit Macron qui essaye de garder un esprit diplomatique avec la Russie, avec Poutine, en disant il faut qu'on promette à Poutine une sécurité, il faut qu'on promette à la Russie une sécurité, etc. Il essaye de faire une sorte de Gaulle, mais il s'y prend très mal parce que il ne pose aucun argument qui sont vraiment faisables aujourd'hui, sur le court terme ou sur le long terme, comme on pourrait l'avoir auparavant. Donc c'est pour ça qu'on est très discret dessus. Donc maintenant, on a la Russie. Dans ce conflit-là aussi, il y a un sujet important. On va énormément parler aux informations de la dissuasion nucléaire. Parce que la dissuasion nucléaire, c'est, ah là là, les Russes, ils ont la bombe nucléaire. Dans les déclarations officielles de Poutine, bon, c'est Poutine, donc vous le croyez ou vous le croyez pas, c'est un sujet assez tendancieux. Poutine est conscient qu'ils ont l'armement nucléaire, mais continue de savoir que c'est de la dissuasion. C'est ce qu'il répète sans cesse, mais qu'ils ont quand même l'armement nucléaire, donc il faut faire attention. Donc on ne sait pas trop en fait où il veut en venir. La dissuasion nucléaire, aujourd'hui, on ne peut avoir aucun intérêt, à part se dire que ça passe ou ça passe pas. La seule solution vraiment pour que Poutine arrive et utilise la bombe nucléaire, ça serait que l'OTAN rentre directement en guerre avec. Ce qui est très peu probable parce que l'OTAN ne va pas chercher à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN actuellement. Et si on avait cherché à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, on l'aurait fait déjà depuis 2014.
parce que c'était des fois plus simple d'arriver et de rentrer sur ce terme-là. Par rapport justement un petit sujet d'ailleurs que je trouve intéressant à l'armement stratégique russe que j'ai oublié de parler. Aujourd'hui, le seul armement de précision et moderne que les Russes ont sont des missiles balistiques qui vont être les calibres ou d'autres systèmes d'armes dont les Russes commencent à manquer énormément. Et comment on sait qu'ils commencent à en manquer énormément et pourquoi? Parce que, on le sait tous, toutes les nations du monde ont fait des sanctions à la Russie sur énormément de domaines. Et il y a un système de sanctions qui leur affecte directement par rapport à cet armement-là, c'est l'informatique. Les Russes n'ont pas d'industrie informatique comme on l'a nous dans nos pays et leur système informatique dépend énormément de nous. C'est-à-dire que dans leurs missiles balistiques, on va retrouver des éléments qui sont faits par Texas Instruments. Oui, c'est le même nom pour vos calculettes. Oui, ça fait aussi des armes. Et pour d'autres en fait, industries qui vont être européennes ou des États-Unis directement. Sans ça, ils peuvent pas franchement faire leurs missiles. Et on commence à les voir, ils commencent à manquer un peu de stock. Donc ils en envoient masse parce que ils aiment bien les utiliser, mais ils les utilisent pas franchement contre des sites ukrainiens parce qu'ils n'arrivent pas franchement à repérer les dépôts militaires. Les Russes actuellement lancent beaucoup de missiles balistiques sur tout ce qui va être infrastructure énergétique ukrainienne. Et c'est pour ça que actuellement, là, l'Ukraine, on en a parlé récemment, en termes d'énergie, il y a un blackout total. Parce qu'il y a eu une attaque de missiles qui repérait environ 80 missiles balistiques en environ 1 heure. La majorité a été abattue, mais derrière ça, le deuxième jour, il y a une seconde vague, et ça a tapé fort. Et aujourd'hui, l'Ukraine a énormément de soucis à alimenter en électricité la majorité de leur ville. Et c'est aussi pour ça qu'on va entendre parler, pour ceux qui font un peu de la recherche, les Russes commencent à remplacer ces missiles-là par des alternatives, par la seule alternative qu'ils ont en fait, c'est l'armement étranger. Les Chinois ne veulent pas franchement leur donner de l'équipement parce qu'ils ont beau être copains, les Chinois ils ont quand même les États-Unis sur le dos. Et les Chinois veulent avoir justement une modernisation de leur armée et faire leur stock. Du coup, ils se tournent vers les Iraniens. Donc on va parler de drones kamikazes iraniens énormément dans les nouvelles parce que justement les Russes remplacent ces missiles-là par les drones iraniens parce que c'est les seuls armements informatiques qu'ils vont avoir à disposition maintenant. On a aussi la France qui avait... il y a eu un petit drama qui s'était passé dès les premières heures de la guerre parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent l'industrie Thales, à peu près tout le monde. Voilà, industrie d'armement française qui fait énormément d'informatique, notamment des optiques, des caméras, ce genre de choses. Et ça, Thales avait un contrat avec les Russes sur la modernisation de leurs véhicules, notamment sur les véhicules qui vont s'appeler les BMP-3 ou les dernières versions de leur char, les T-72 B3 ou alors les T-80 BVM ou alors les T-90. Thales fournissait l'optique de ces chars-là. Donc bien évidemment, quand les Ukrainiens ils ont remarqué que les Français ils vendaient ça, ils n'étaient pas très contents. Mais la France continue, Thales est une industrie privée qui continue de vendre à tout le monde parce que c'est la France et c'est l'esprit de la troisième voie. Mais voilà, donc la France aussi a eu quelques petits relevés de compte avec ce conflit-là par rapport à nos statures et nos industries. Mais voilà. Donc là, malheureusement, j'ai à peu près fait le tour de ce conflit-là, et on en arrive maintenant à la question qui va se situer sur quel va être l'avenir de ce conflit-là. Et malheureusement, on en arrive, comme j'ai dit, dans un cas où on ne sait pas quel va être l'avenir de ce conflit-là. On sait l'état de l'armée russe. On sait que les Russes ont dû faire des retraits. On ne sait pas quelles vont être les prochaines décisions de l'armée russe. On ne sait pas si l'armée russe va faire appel à des généraux. On sait déjà qu'ils renouvellent leur armement, notamment leurs chars, qui avaient énormément de soucis en termes de protection. Ils cherchent
à moderniser leur équipement face aux erreurs qu'ils ont appris durant cette guerre-là. Après, est-ce que ça va être effectif? On ne le sait pas du tout. On ne pense pas, ou on le sait. Malheureusement, sur ce point-là, je ne vois pas d'une boule de cristal et je peux pas faire d'analyse géopolitique en disant, comme la dernière fois, où généralement, enfin, en prenant des faits de la géopolitique et du mouvement des troupes russes à la frontière ukrainienne en réponse à des exercices militaires. Ce qu'on sait, c'est que des deux côtés, c'est une guerre de proxy maintenant, ce qu'on appelle. Nous, on fait comme en Afghanistan, on fournit l'armement. Et on entraîne, notamment les Anglais et les Américains, entraînent les soldats ukrainiens et sur beaucoup de systèmes d'armes, en Angleterre directement, etc., ou en Pologne ou en Roumanie. Parce que c'est des pays qui sont voisins et ça permet de les entraîner sans qu'ils se fassent tirer dessus. On entraîne, on fournit les armes et on voit comment ça se passe. Du côté militaire, on a aussi renforcé, du coup, les pays européens ont renforcé leur stature militaire, notamment en Roumanie. La France a déployé quelques régiments de chars, notamment il y a le 4e régiment de chasseurs qui est un régiment de chars légers, c'est des AMX-10 RC en Roumanie, et là actuellement on est en train d'envoyer des vrais régiments là en exercice, au cas où si ça devrait péter, c'est là. C'est de la diplomatie, c'est une stature de force à montrer. Et on a aussi un peu augmenté tout ce qui était Pologne et au niveau des pays des Baltiques. La Finlande, j'en parlais du coup au début de ce conflit-là, rejoint l'OTAN, c'est officiel, avec la Suède. La Hongrie du coup a replié sa stature contre ça, donc ils vont rejoindre l'OTAN. Et ça pour la Russie c'est un carnage absolu. Parce que la Russie déjà devait garder la frontière à l'époque avec l'Ukraine. Bon, la Biélorussie, on va arrêter de se mentir, c'est la Russie à ce point-là. Il doit quand même garder du coup une stature avec la Biélorussie, la Pologne et tous les pays de Baltique. Ils doivent garder leur enclave avec Leningrad. Et ça leur demandait déjà énormément de matériel. Et maintenant, ils ont une frontière, mais de plus de 1000 mètres carrés, qu'ils vont en plus maintenant devoir garder. Et la Finlande, il y a une ville qui est juste au sud de la Finlande et qui est extrêmement problématique aux Russes, c'est Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est la plus grande ville économique russe. Et on en entend énormément parler. C'est la ville la plus moderne qu'on va retrouver en Russie, voire plus que Moscou aujourd'hui. Et ça, on en arrive à un point où la Russie est complètement incluée maintenant. La Russie est complètement incluée, elle ne peut plus rien faire. On ne sait pas comment ils vont gérer leur diplomatie avec la Finlande qui rejoint l'OTAN. La Suède aussi rejoint l'OTAN, mais ça c'est en accord avec la Norvège et la Finlande. La Russie va être complètement expulsée justement de la Baltique, en fait, de la mer Baltique, là où ils ont encore leur flotte, et dans la mer Rouge, enfin dans la mer Noire, pardon, actuellement justement avec la Crimée, etc. Ils sont en menace directe de perdre toute cette avancée-là. Au point où, certes, la guerre est toujours un échec de diplomatique et un moyen de continuer de diplomatie, on peut se poser des doutes sur le fait que, au final, sur un point de vue au niveau des USA et de l'OTAN et des nations européennes, le fait qu'il y a la guerre en Ukraine, ça permet vraiment de mettre une fin sur cette géopolitique-là, à l'avancée russe, et probablement même de couper entièrement les Russes de ce qu'ils recherchaient. C'est-à-dire un accès aux mers chaudes, un accès économique, le fait de se protéger contre un axe militaire invasif. La Russie est clôturée et maintenant ils peuvent absolument tout faire. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Ça se trouve, demain ils vont déclarer la mobilisation générale. Pour les frappes nucléaires, ça c'est encore loin. Là pour le coup, c'est vraiment très, 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 très peu probable, voire impossible. Et aujourd'hui, on le voit, les États-Unis
on les voyait le faire depuis quelques années. Les États-Unis se barrent d'Europe. Ils n'ont plus rien à faire en Europe, justement parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire contre la Russie. Et la Chine commence à poser de plus en plus de soucis dans le Pacifique avec Taïwan et avec d'autres sphères d'influence. Donc ça permet vraiment là, actuellement, on le voit très bien, les États-Unis, là ils se barrent, ils vont se consacrer pleinement à la Chine. Donc aujourd'hui, on peut vraiment être dans le doute dans ce qui s'appelle, est-ce que ça serait pas effectivement un coup de force diplomatique de la part de l'OTAN contre la Russie, euh, de rentrer dans cette guerre de proxy et vraiment d'expulser la Russie avec tout ce qu'on y met dedans, hein, parce c'est pareil, hein, les stocks qu'on y met et l'argent qu'on met à l'Ukraine, et puis derrière il va avoir tout l'aide humanitaire pour reconstruire, etc., sur toutes les lignes de front. On met tellement d'investissements que ce n'est plus juste une question d'être en diplomatie et de chercher un statut de paix. Aujourd'hui, on en arrive vraiment au principe, il faut gagner, ou là sinon si on perd, dans tous les cas, la Russie elle perd perdante militairement parce qu'elle a perdu un matériel tel et elle a pris énormément de pertes sur des infrastructures économiques et industrielles qui pourront pas se relever avant des années en termes militaires. Donc la Russie a déjà, entre guillemets, perdu cette guerre-là sur un plan stratégique. Ils peuvent encore gagner ce plan cette guerre sur le plan militaire, c'est probable, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça se trouve, les Russes vont réussir à faire une poussée, ils vont réussir à prendre l'Ukraine. Mais ça, c'est un plan militaire. C'est une victoire militaire, c'est pas une victoire stratégique. Une victoire stratégique, on va la prendre en principe, ça va être justement, on sort vainqueur de cette guerre-là et derrière, ça ne nous a pas détruit. Et c'est pour ça que derrière, la Russie, maintenant, eux, ils parlent plus de guerre, ils parlent plus d'opérations militaires spéciales. Sur toutes les chaînes de télévision russes, on va généralement trouver nationalistes, etc., parce que là-bas, c'est vraiment le cas, propagande du gouvernement, c'est la Troisième Guerre mondiale pour eux. Ils parlent de guerre contre l'OTAN. Et sur un plan de matériel, oui, on peut comprendre, oui, ils sont en guerre contre l'OTAN, là, actuellement, vu tout le matériel qu'on leur envoie. Mais donc voilà. Malheureusement, j'aurais aimé faire cette conférence avec un peu plus de matière, et de le faire à la fin de ce conflit-là, pour faire une thèse qui est concluante et faire une analyse vraiment diplomatique de ce qu'on peut en tirer. Mais il y a tellement encore d'inconnus parce que c'est toujours une guerre, c'est pas fini, il y a énormément de choses qu'on n'a pas en fait et qu'on n'aura certainement pas avant des fins, même après à la fin de la guerre. On va devoir attendre des années avant d'avoir certaines informations et des conclusions. J'ai essayé vraiment, moi de mon côté, d'avoir le plus d'informations que je pouvais, de par le travail même que j'ai fait du coup avec les groupes d'archives, l'écoute justement des communications, l'OSINT, etc. Et je peux aujourd'hui du coup vous faire cette entre guillemets conférence qui est plutôt une mise à jour de situation par rapport à ce conflit-là. Donc j'espère que vous en sachez un peu plus sur la guerre en Ukraine désormais, que vous comprenez un peu plus sur ce qui va se passer et que vous sortez avec des informations et un savoir justement qui sort un peu de ce qu'on va trouver sur les informations classiques qu'on va retrouver avec de la propagande russe ou de la propagande ukrainienne ou des informations qui vont directement être tirées du Monde ou du Figaro, etc. Donc voilà.